Le Venezuela est l'un des rares pays d'Amérique du Sud qui propose à la fois aux voyageurs la forêt amazonienne, la cordillère des Andes et la mer Caraïbe. Considéré par certains comme un pays où règne l'insécurité, par d'autres comme un paradis, il s'est construit au fil des siècles sur la base d'un mélange ethnique. Nous suivrons deux itinéraires, un à l'ouest dans la cordillère des Andes et l'autre avec un couple de Français originaires de la région parisienne. Daniel et François ont la cinquantaine et sont déjà venus une fois en Amérique du Sud, mais ils découvrent pour la première fois le Venezuela. Ils sont amateurs de nature et de grands espaces. C'est à bord d'un petit monomoteur qu'ils se rendent à Canaima, dans la grande savane, au sud-est du pays. François n'est pas fan de ce type de vol, mais c'est la seule façon d'atteindre le village. La nonchalance du pilote octogénaire ne le rassure pas pour autant. La vue du ciel montre que les eaux du fleuve sont très basses, car la sécheresse a été particulièrement forte cette année, et malheureusement, notre couple sait qu'il ne pourra pas se rendre au Salto Ángel, la plus haute cascade du monde, inaccessible. Nous laissons notre couple arriver à Canaima et nous partons à l'ouest du pays, dans la cordillère des Andes vénézuéliennes, dans l'état de Mérida. À 3000 mètres, Aura Marcucci chevauche avec Daniel, qu'elle est venue former au métier de guide. Aura est l'une des personnes les plus actives en écotourisme au Venezuela. C'est dans le petit village d'Asequios qu'elle investit une partie de son énergie. Ce village de montagne est à 4 heures de piste de montagne de la vallée de Mérida et seuls quelques voyageurs viennent ici chaque année pour profiter de la nature. Une nature qui est très généreuse dans ce pays. Le Venezuela, c'est un des 8e pays de la planète en biodiversité. Il a un potentiel très riche pour développer l'activité de l'écotourisme. Il faut un effort pour capaciter et former les gens et pour développer les infrastructures pour qu'il soit bien l'écotourisme, pour qu'il bénéficie vraiment les communautés locales et les gens de toutes les provinces du pays. Il faut que la population prenne la conscience qu'en conservant la nature sauvage, ils se bénéficient d'un travail qu'ils font par l'activité de l'écotourisme. Dans tous les pays, on peut se bénéficier parce que nous avons des écosystèmes différents dans toute la superficie du pays. À Canaima, dans la région de la Grande Savane, la vie s'écoule tout aussi tranquillement. Notre couple de Français, Daniel et François, découvre son lieu de villégiature. Plastique, sommaire, tout ce qu'il faut. Ouais. Oui, c'est assez sommaire, mais tout à fait ce qu'on peut attendre dans ce genre de campement, je pense. C'est même au-delà de ce qu'on pensait, je crois. Je pensais un peu plus, un peu moins spacieux, peut-être. On aurait même pu venir à plusieurs, hein, pas de souci. Peut-être à 5, là, tranquille. Voilà. À 5, il doit faire chaud quand même. Non, c'est parfait. Le temps de poser les bagages et c'est un premier trek qui est au programme. On a choisi le Venezuela parce que justement encore très peu touristique et je pense que ça va certainement aller en expansion. Oui, c'est l'été, donc disons que l'Amérique du Sud, on est bien quoi, par rapport à d'autres régions du monde. Hein. C'est vrai qu'aussi sur ce voyage, on a eu connaissance qu'il y avait un projet associatif, humanitaire, qui ne nous laisse pas indifférents aussi. Hein. Ça peut faire partie des motivations un peu supplémentaires. Pourquoi ce choix, pourquoi cet organisme?
Une partie du coût du voyage est reversée à plusieurs organismes locaux. Tous les prestataires sont locaux, comme George et Louise Bigot, le guide indien qui les accompagne pour ce trek. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le parc national de Canaima. Maintenant, nous sommes dans la partie occidentale du parc national de Canaima. Canaima s'étend sur 3 millions d'hectares, qui sont divisés en deux parties. Je répète, la partie occidentale, toute cette partie, et la partie orientale, la grande savane. En 1975, elle s'est étendue à 3 millions d'hectares. En 1962 a été créée la fondation du parc national, et il y avait seulement 1 million d'hectares. La communauté que vous voyez là-bas appartient aussi à la communauté de Canaima, qui est aussi la capitale de toutes les communautés dans le parc national. Nous sommes actuellement en haut du Salto del Sapo. En ce moment, c'est sec parce que nous sommes en été, période de sécheresse. En hiver, toute cette partie se recouvre d'eau, forme une grande cascade et on ne peut plus passer. Il faut traverser la forêt, descendre et traverser la cascade et retourner. Aujourd'hui, nous avons cette facilité de pouvoir faire ce circuit, traverser au-dessus, descendre et continuer par la forêt. Nous retrouverons Daniel, François et leur guide George et Louis un peu plus tard dans leur balade. Direction les Andes. Aora Marcucci et son apprenti guide Daniel quittent le village pour suivre l'un des itinéraires qu'Aora souhaite montrer aux amateurs de randonnée équestre. Elle a acheté des chevaux, paie leur entretien et envisage de former plusieurs guides locaux. À Asequios, la vie est difficile. Sous un calme apparent, il est compliqué de gagner sa vie. Le travail est dur, il fait chaud l'été et très froid l'hiver. La communauté vit du travail de la terre et d'un peu d'élevage. L'écotourisme est un concept nouveau qui pourrait être une alternative. Orandrel Roras est l'un des membres du conseil municipal. Il est en charge du développement et les initiatives écotouristiques d'Aora commencent à porter leurs fruits. Y aquí, pues, como le digo, una gente muy humilde. Les gens de ce village sont des gens modestes. Ils vivent de leurs terres, de l'agriculture. Ils cultivent, vendent et portent leurs produits en ville, celle de la commune à laquelle ils appartiennent. Ces derniers temps, nous sommes très fiers d'être les habitants d'Asequios. Et j'espère que cela continuera dans le futur, grâce à nos responsables et grâce au tourisme qui est très bénéfique pour la population. L'arrivée des touristes depuis 20 ans a apporté un grand bénéfice pour toute la communauté. Bénéfice d'abord pour les propriétaires des auberges, pour celui qui vend la nourriture avec son petit restaurant, ceux qui louent les chevaux, ceux des transports qui acheminent les voyageurs jusqu'ici. Et oui, nous visualisons d'autant plus le bénéfice fait par la communauté qu'avant nous n'en faisions pas. Maintenant, il est palpable, moi je le vois bien, et c'est bon pour toute la communauté.
Le village est très fier de cette auberge où je suis en ce moment. Je dois vous dire qu'elle a été financée en partie par une structure gouvernementale pour héberger des touristes, des gens qui viennent parfois de très loin. Auparavant, ils arrivaient et nous ne pouvions même pas les loger. C'était les habitants du village qui en hébergeaient deux par-ci, deux par-là. Grâce à cette initiative, nous disposons d'une auberge où l'on peut accueillir jusqu'à 20 personnes par jour, leur vendre à manger. Et c'est une fierté pour nous dans ce village si éloigné, pour tous les habitants d'Asequios. Objectivement, il est très rare que des groupes de 20 personnes viennent jusqu'à Asequios. Ahora le sait et n'en est pas mécontente. Elle ne souhaite pas recevoir trop de monde dans la montagne. En chemin, elle rend visite à Jorge Alguido Rojas, un artiste paysan qui gagne sa vie en travaillant l'une des matières premières offertes par la montagne. Ahora le connaît depuis une dizaine d'années et sa surdité n'est pas un handicap entre eux. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Voilà, j'avais commencé à travailler. C'est de l'artisanat. Je me trouve à la maison de José Alino Rojas. C'est l'artisan de Acequias qui travaille l'argile. Ici, il y a des mines d'argile et il travaille, il fait de l'artisanat avec le matériel de l'argile. Et il a gagné en septembre de l'année passée le prix régional comme patrimoine culturel de l'État de Mérida. Les touristes qui passent par là t'achètent des objets? Oui, bien sûr. Et quand ils viennent, ils achètent ici. Parfois, ceux qui travaillent dans les affaires culturelles viennent. Ce que je vends principalement, ce sont les maisons traditionnelles. Les petites maisons, c'est ce sur quoi je travaille le plus. Bon, je travaille tout le temps, mais ce qu'ils prennent le plus... Je vais t'expliquer. Les tuiles, je les fais. Je vais vous montrer un tout petit peu. Je les forme avec ces petits rouleaux, comme ça. Je prépare les rouleaux, les place ici, sur la maison. Et avec cet objet que j'ai réalisé, car je l'ai fait moi-même, c'est mon plaisir, la technique. Oui, la technique. Alors je fais des empreintes comme ceci. Ah, pour faire les tuiles. C'est ça. Tu mets combien de temps pour faire une de ces maisons? Bon, avec mon entraînement, des maisons comme celle-ci, je peux en faire 3 par jour. 3? Je suis contente qu'une partie de tous mes clients donnent des rapports économiques à ce monsieur artiste parce que je trouve que c'est important de montrer tout l'artisanat qu'il fait, c'est unique. Et aussi que ça rapporte un bénéfice à lui. Et ça, c'est une partie vraiment de l'écotourisme. Merci à vous. De leur côté, à des milliers de kilomètres d'Ahora, Daniel et François poursuivent leur découverte de la lagune de Canaima. Leur guide, Jorge Luis, appartient à la communauté indienne qui gère le parc naturel. La plupart des revenus générés par le tourisme dans ce parc sont réinvestis sur place. Si le Salto Ángel est inaccessible en cette saison de sécheresse, après 3 heures de marche en plein soleil, Jorge et Luis les emmènent se rafraîchir. Voici la chute Hacha.
Cette chute appartient au lac Canaima. Toute l'eau provient du fleuve Carao. Le fleuve Carao est la principale voie d'accès vers la chute de l'Ange. À cette saison, il a moins de débit et toute l'eau est concentrée sur cette zone. Nous traversons cette partie par derrière la cascade, facile à cette période. Mais à l'arrivée de l'hiver, à partir de juillet, août, septembre, en août le mois le plus fort, tout ceci est infranchissable. Toute l'eau se déverse. Le niveau est plus élevé et on ne peut pas y accéder. Le site vraiment formidable, très bon accueil, un logement très sympathique, un bon contact avec le guide qui nous a fait faire un périple quand même assez varié et qui nous a vraiment donné un bon aperçu du site en fait. Il est évident qu'une bonne partie ici de la population vivent de nous, de nous amener en bateau, de nous véhiculer en avion, donc c'est sûr que pour eux, c'est leur ressource peut-être principale, quoi. Hein. Bon, ça, ce serait à voir, mais bon, je veux dire, je pense qu'au moins la moitié des gens vivent du tourisme, de leur site, et ils ont raison. Hein. Bon. Donc là, ensuite, on va partir vers une autre contrée, en fait, et je pense qu'il doit y avoir beaucoup de variétés dans ce pays, qui est quand même très vaste. En plus, les communications ne sont pas forcément évidentes entre les provinces, donc ça risque d'être effectivement très différent, aussi bien au niveau environnemental qu'au niveau des habitants, forcément. À Canaima, ce sont 2500 Indiens qui vivent dans le village et ses environs. Aucune route pour y venir. Alors que notre couple de Français regagne le petit aéroport, seule porte d'entrée et de sortie, George et Louis souhaitent nous en dire plus sur l'organisation du village et de l'impact des voyageurs comme Daniel et François sur la communauté. Nous nous trouvons maintenant à l'école technique de Canaima. Comme vous pouvez le constater, nous avons de beaux bâtiments. Ils sont financés en partie par la délégation de l'État et en partie par des organisations gouvernementales. Cette école a pour vocation de promouvoir le développement de l'indigène, le développement éducatif. Comme je vous le disais, c'est une école technique. Les jeunes sont en plein travail pour se former. Tourisme, activités agricoles, cela dépend des besoins de la communauté. C'est complètement différent des situations que l'on rencontre ailleurs. Disons qu'elles s'orientent en fonction de leur secteur. La nature d'ici nous offre toutes les ressources nécessaires et nous essayons de les développer le mieux possible. C'est la communauté qui s'occupe de la distribution. Ils décident non seulement de la zone, mais aussi des besoins prioritaires, en éducation, en culture. Il est certain qu'en ce moment, la base de nos revenus, c'est le tourisme. Tout ce que nous avons en dépend. En plus du tourisme, le travail est permanent ou temporaire, que ce soit dans l'entretien des bâtiments ou dans des emplois fixes, cela dépend. Mais il y a une certitude, les revenus du tourisme nous sont indispensables. Là-haut, en route pour le delta de l'Orénoque, Daniel et François ont participé au développement économique de la communauté de Canaima. Nous les retrouverons plus tard, direction les Andes. Aora Marcucci poursuit l'éducation de son futur guide Daniel. Elle le prépare à l'accompagnement de petits groupes de cavaliers pour les randonnées en altitude. Par ici, Daniel. Nous pouvons voir la végétation typique. Tu pourras expliquer aux gens, aux voyageurs, que cette plante, nous ne la trouvons que sur le plateau de Mérida. Et qu'elle s'appelle Pega Pega, n'est-ce pas? Et pourquoi ce nom?
Parce qu'elle colle au doigt, elle libère une espèce de colle? Oui, je sais. Cette plante, on ne la trouve donc que sur le plateau de Mérida. Il est très important de préciser que la flore que nous trouvons sur ce plateau est complètement différente de celle que l'on trouve à la même hauteur sur la cordillère des Andes, en Équateur, au Pérou ou en Bolivie. Nous sommes plus proches du tropique du Cancer. Nous avons le soleil tous les jours. C'est ça qui compte ici. Il faut leur montrer que nous sommes à 3000 mètres et qu'il n'y a pas de neige. La manière comment je sélectionne le personnel pour travailler dans l'activité de l'écotourisme, c'est que c'est plus facile aux Andes du Venezuela parce que les paysans sont très généreux, sont très gentils et ils sont un peu timides. Mais il faut chaque fois qu'ils peuvent exprimer tout ce qu'ils connaissent parce qu'ils ont la connaissance de tout, parce qu'ils vivent ici, ils sont nés ici. Par exemple, Daniel, qui est là un mois, qui travaille pour moi, il a déjà pris comment c'est fait beaucoup de choses et chaque fois, ça sera plus parce que je lui donne des cours chaque fois que je viens. Son fils, qui a 10 ans, il est intéressé aussi à l'activité, donc je vais aussi le faire comme ici sera aussi des guides et plus tard donner la bourse pour qu'il prenne le français ou l'anglais comme la langue qu'ils veulent, pour qu'il soit un guide vraiment plus professionnel, pour qu'ils vivent de ça. Ça fait une vingtaine d'années que j'ai commencé à trouver des activités pour montrer aux touristes qui viennent et pour faire l'écotourisme. J'ai trouvé extraordinaire le paysage qu'on voit et qu'on peut faire cette balade à cheval. Maintenant, on a fait une balade déjà à peu près 1 heure et déjà on a monté 700 mètres. Et c'est ici qu'on prend le petit déjeuner. On est parti à 6 heures du matin et on prend avec les gens ici le petit déjeuner. Daniel, d'après toi, pourquoi l'écotourisme est bénéfique ici? Nous pouvons l'exploiter dans beaucoup de domaines. Lesquels? Ça nous permet de développer nos talents, de mettre en valeur notre montagne, et tout en faisant plaisir aux visiteurs de gagner un peu d'argent. C'est peut-être notre futur qui dépend de toutes ces nouvelles activités. C'est bien connu, les montagnes savent préserver les secrets. Aora en possède un qui dort depuis des siècles tout près d'Asequios. C'est là que nous la retrouverons un peu plus tard, le temps pour elle et sa monture de franchir un col. En l'attendant, nous rejoignons le delta de l'Orénoque. C'est de Tucupita que Daniel et François embarquent à bord d'une pirogue. Ils doivent remonter le fleuve pendant plus de 3 heures pour atteindre le campement d'Aburrene. Le delta de l'Orénoque est resté longtemps méconnu. Il est en passe de devenir l'une des principales destinations touristiques au Venezuela. Il couvre une superficie approximativement égale à la surface de la Belgique. Sur ce territoire couvert de forêts vierges se croisent plus de 300 canaux, formant un véritable labyrinthe fluvial. En bordure de ces canaux vivent plus de 20 000 Indiens Waraos, regroupés en petits villages ou dispersés au hasard des canaux. Le campement se trouve dans une réserve de la biosphère de la planète. Oh, c'est très bien, c'est très tranquille. Bien plus tranquille que l'avion. C'est bien sympathique. C'est un peu long, quoi. Mais la partie bateau est plus intéressante
de transfert en voiture. Et on voit vraiment beaucoup de villages le long du fleuve, ce qui permet vraiment de se rendre compte de la vie un petit peu extérieure de tout ce monde. Puis l'éloignement ici, c'est avec 2 heures de bateau, donc elle bien foncé, bien navigué. Donc 2 heures de tout, je sais pas quoi, on doit être assez perdu. Ben, ça a l'air très bien, hein, des petites huttes. Tranquille déjà. Tranquille, il n'y a que nous, a priori. Donc on va bien voir. Hein. Moustique la fermeture quand même. C'est sympa. C'est très sommaire. Encore de l'eau. Pas de crocodile. Ça correspond au type d'hébergement auquel on s'attendait. C'est tout à fait correct. C'est spacieux en plus. Donc mon moustiquaire, à mon avis, elle va être très utile. Étant donné qu'on est sur l'eau. Et puis non, c'est même plutôt sympathique. Je vais juste voir s'il y a les commodities. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut. C'est parfait. C'est vrai aussi que le fait que ce soit en matériaux parfaitement intégrés, à mon avis, ils n'ont pas été chercher très loin les matériaux de construction. Hein. C'est vraiment du local et ça correspond bien à une intégration dans le paysage, dans l'esprit du pays, quoi. Donc c'est bien. J'ai du mal à ferrer, moi. Le premier pour moi. It's a branch. Voilà l'hameçon pour les piranhas. Il doit y en avoir parce qu'il n'y avait plus rien au bout. Regarde, moi, il m'a sucé le truc, là. Il ne reste plus qu'un petit bout, à mon avis, il ne va pas se faire gauler avec ça. Nous devons placer la canne comme ça pour attirer les piranhas. Nous les pêchons et les mangeons toujours frits. C'est délicieux. Bravo! On va manger ce soir. C'en est un, ça? Yeah? Piranha? Oui, c'est un piranha. Fais gaffe, hein. Il va te manger. Montre-moi les dents. Bon, ce piranha. Il y a 2 sortes de piranhas. L'un blanc et l'autre arrondi. Comme ça, mais avec une teinte plus rouge. Les blancs sont plus dangereux. Si tu tombes à l'eau, ils te mangeront. Au coucher de soleil sur l'Orénoque.
moment qu'on apprécie énormément. C'est partie des choses dont on avait rêvé, hein. Des noms qui font rêver et des situations qui font rêver aussi. Donc, on a pleinement, on jouit pleinement du spectacle. Ça paraît tout à fait logique dans ces circonstances-là. Effectivement, on est sollicité en plus vraiment très gentiment. C'est une participation tout à fait dérisoire par rapport au plaisir qu'on éprouve à être sur ces sites. Voilà. Donc ça paraît la moindre des choses, on va dire. Donc là, j'ai pris 2 petits colliers qui font plaisir aussi, hein, de toute façon. J'ai toujours des gens à guetter chez moi aussi, donc voilà, ça fera un souvenir. Pour clore cette première journée chez les Indiens Waraos, Orlando, le jeune guide de 18 ans, emmène notre couple à la découverte nocturne du delta. Un autre monde. Nous allons peut-être voir quelques couleuvres ou des grenouilles. Qui sait? Peut-être. Vamos a ver qué hay ahí. Et la petite balade sur le delta de nuit, c'était bien sympa, très tranquille. Bon, pas de grande découverte exceptionnelle de la faune nocturne, mais bon, ça c'est du vivant, hein, on ne choisit pas. Mais par contre, un ciel étoilé magnifique et puis surtout un arrêt, toute lumière éteinte et moteur coupé, immersion dans les bruits de la jungle nocturne, c'est assez extraordinaire. Nous sommes dans la ruine de San Antonio de Mucuño. C'est des ruines qui ont été construites en 1620, juste dans la cordillère des Andes de Mérida, dans un coin qui était habité par les Indiens Mucuños. C'est un village avec une quinzaine de maisons pour l'habitation des indigènes et la nef centrale de l'église, la maison du curé et peut-être des autres maisons importantes pour les personnages espagnols. C'était le département d'architecture de l'Université des Andes qui a commencé à faire des petits travaux, mettre des pierres pour que les murs ne tombaient pas plus. Mais les villages, déjà, c'est un village patrimoine culturel du Venezuela. Bon, je suis dans la nef centrale de l'église qui a été construite. Vous voyez l'importance qu'à l'époque il y avait la religion catholique parce que c'est pour 120 personnes ici. Et il y a une nef d'une église qui paraît comme s'il y avait 200 personnes ou 300 personnes. Bon, ce qui est important ici,
c'est que de reconstruire pour qu'il soit visité pour les touristes, qu'il soit protégé, tous les murs, qu'il soit bien visité, élever toute la végétation qu'il y a des intérieurs de tout. C'est très important parce que ça donne une valeur à toute la région où on fait des activités touristiques comme un cheval, comme un VTT et des marches. Donc ça, c'est un élément très riche pour développer l'activité de l'écotourisme dans la région. Aora n'est pas dupe. Elle sait qu'il lui faudra encore être patiente, développer beaucoup d'énergie et de persuasion auprès des autorités pour que les ruines de ce village soient valorisées, protégées et deviennent un atout supplémentaire de développement pour la communauté andine d'Acequios. Dans le delta de l'Orénoque, Orlando accompagne nos 2 Français dans la jungle. Les Indiens qui vivent dans ces forêts utilisent cette plante comme répulsif contre les moustiques. Elle est très efficace. Nous taillons ce jeune palmier pour en extraire le meilleur, le cœur. On peut le manger comme un fruit. En fait, c'est le cœur que nous appelons le fruit. Gracias. Meilleur qu'on confirme. Hein. Excellent. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne viendrait pas tout seul. On doit faire une confiance aveugle de notre guide. On espère qu'il lui arrivera rien, hein, parce que sinon on ne saura pas retrouver le chemin de la pirogue, je crois. Mais bon, c'est assez fantastique de voir que pour manger un bout de cœur de palmier, c'est une façon de le préparer avec un savoir-faire formidable. Voilà, s'il y avait un tout petit peu moins de moustiques, ce serait parfait. Les Waraos connaissent parfaitement leur flore. Ce cœur de palmier, en plus d'être savoureux, est aussi un moyen de se désaltérer, de se nourrir. Orlando a promis à notre couple de les emmener dans un village Waraos. Il y a peu de campements comme celui-ci dans le delta, mais depuis quelques années, sa nature sauvage et la faible fréquentation en ont fait l'une des destinations tendance du Venezuela. À la question « La présence de notre couple a-t-elle un impact économique équitable sur la vie des Indiens ?», le responsable du campement y apporte sa réponse. En ce moment, nous avons 10 Indiens qui travaillent avec nous, des cuisiniers et des hommes d'entretien. Une partie de la communauté indienne des environs a travaillé ici. Certains y travaillent même depuis le début. Dès que nous avons besoin de quelque chose, nous faisons appel à eux en priorité. Évidemment, ils gagnent plus quand il y a des touristes. Nous les conduisons vers les villages des communautés pour qu'ils y achètent de l'artisanat et y dépensent leur argent. Les Indiens perçoivent donc toujours quelque chose de notre activité. Orlando et notre couple arrivent dans un petit village Waraos qu'aucune carte ne mentionne. Les habitants n'ont que la pirogue pour se déplacer rapidement vers des villages plus importants. Ils ne vont qu'une fois ou deux par an à Tucupita et beaucoup n'y sont même jamais allés. La vie s'écoule au rythme du fleuve et de la forêt. Nous sommes ici dans un tout petit village, Boca de Wagaja, mais beaucoup d'indigènes vivent dans tout le secteur. Leurs activités, la pêche et la chasse, mais pas uniquement. Ils aiment faire pas mal de choses, comme de l'artisanat.
Daniel et François seront les seuls étrangers de la semaine à passer dans ce village. Les vendeuses n'ont donc pas de grands efforts à faire pour les motiver à acheter quelques pièces artisanales. Les touristes sont très importants pour eux. Parce qu'ils font de l'artisanat et le vendent aux touristes quand ils viennent. Parfois, il y a quelques touristes. Parfois 2, 3, 4 ou 8 au grand maximum. Je suis très respectueux de ce mode de vie. Enfin, je veux dire qu'ils vivent encore comme ça. Daniel et François vont quitter ce petit bout d'humanité qui a choisi de rester près de ses racines, mais pour combien de temps? Combien de temps encore les nouvelles générations résisteront-elles à l'appel de la mondialisation? Notre couple sait qu'il n'est pas de ce monde, il doit maintenant rejoindre Ahora, de l'autre côté du pays. Il laisse donc le delta de l'Orénoque pour un autre paysage, celui du lac Maracaibo, au nord-ouest du Venezuela. Ce matin-là, la météo n'est pas gracieuse. Toute la nuit, la tempête a secoué ce lac, qui est le plus grand d'Amérique du Sud, avec ses 13 000 km². Les habitants des Palafitos, ces maisons de pêcheurs sur pilotis, doivent ramener les embarcations dont les amarres ont lâché. C'est dans ces conditions difficiles que François et Daniel rejoignent Ahora. Elle les attend pour une découverte sur le lac. Elle est déçue car elle sait que les intempéries ont bouleversé la faune. Il faut attendre que les éléments se calment. Après plusieurs heures, ils peuvent enfin partir sur le lac. Cette partie sud-ouest est une réserve protégée. Pour le reste, le lac est le pourvoyeur du pétrole brut qui donne toute sa puissance au pays. Si le pétrole coule à flot, les pêcheurs du lac, eux, continuent de gagner durement leur vie, comme ils l'ont toujours fait. Ce sont des pêcheurs qui sont passés la nuit pour que lui, le monsieur est sorti le matin bientôt. Il a pêché tous les poissons qui s'appellent Mariana. Mariana, c'est un grand poisson qui a beaucoup de viande, donc il fait la propreté, après il le vend au marché. C'est la même famille del barre, non? Je crois que c'est vraiment un instant de vie tel qu'elle se déroule ici. Hein. C'est aussi ce qu'on attend dans ce genre de voyage, de rencontrer les populations dans leur milieu réel. Hein, et non pas simplement un exposé par petits points juste de ce qu'on veut nous montrer. Là, c'est les gens tels qu'ils sont dans leur environnement au quotidien. C'est avec cette rencontre avec des pêcheurs du lac Maracaibo que le périple de Daniel et François s'achève. Ahora, elle, nous a donné rendez-vous plus au nord, sur la côte Caraïbe, à Bahia de Cata, où elle a un rendez-vous important. 2 à 3 fois par an, elle vient ici suivre le projet de formation écotouristique des guides. Cette année, ils sont sensibilisés à la présence des mammifères marins. Le Venezuela se trouve parmi les 17 pays représentant la méga biodiversité du monde. C'est-à-dire, nous avons une si grande diversité naturelle que nous avons un rôle à jouer et une responsabilité. Tandis qu'Ahora poursuit son cours sur la petite plage de Bahia de Cata, les touristes vénézuéliens profitent des eaux turquoises de la mer Caraïbe. Très peu de touristes étrangers viennent jusqu'ici, et c'est peut-être tant mieux pour la faune marine et la vie paisible des habitants. Si Ahora s'occupe de la partie théorique des cours, c'est Neil Castro, biologiste, spécialiste des mammifères marins, qui prend en charge la partie pratique.
Principalement, la formation que vous avez reçue était théorique. Voici une partie écrite de la formation théorique dont on vient de parler. Cependant, soyez très attentifs aujourd'hui aux explications que je vous donnerai. L'excursion d'aujourd'hui sera une observation classique portant sur la mise en pratique de la formation théorique pour que les étudiantes puissent connaître le terrain et se familiariser avec les espèces de dauphins que l'on trouve dans ces eaux. Il y a 2 espèces de dauphins, bien qu'actuellement on puisse en rencontrer une 3e, que l'on trouve normalement dans le nord-est du pays, mais que nous avons vu par ici ces dernières saisons. Cet exercice est surtout fait pour qu'elles puissent les connaître et le montrer. Les effets résiduels de la même tempête que celle du lac Maracaibo ont laissé une forte houle qui ne facilite pas la recherche des dauphins. Là-bas, j'ai aperçu un spécimen. Nous sommes maintenant en face de la baie de Cata. Nous observons un groupe de dauphins plus ou moins étendu, quelques 300 ou 400 individus. Nous avons des normes de base concernant le groupe qui accompagne actuellement l'étude. Ne pas interagir directement avec les dauphins. Lorsque nous sommes à leur niveau, on réduit la vitesse de l'embarcation et nous laissons les dauphins interagir avec nous, pas le contraire. Il ne faut jamais toucher les dauphins, ni faire de gestes qui pourraient les effrayer. Ne pas émettre de bruit bizarre, et nous devons garder le calme et le silence lorsque nous nous promenons avec eux. En ce moment, nous menons une étude pour essayer d'établir les normes de comportement du groupe. Nous n'avons pas encore de réponse concrète à ce sujet. Avec ces premières études, nous espérons jeter les bases d'un tourisme responsable, que les personnes disposent d'une éducation et puissent profiter d'un bon service tout en respectant la nature. Une journée s'achève sur la côte caraïbe du Venezuela. Aura Marcucci, elle aussi, a terminé la sienne. Une dernière fois, elle revient sur l'écotourisme qu'elle souhaite pour son pays. Au début, il y a une partie très importante du gouvernement qui doit mettre en conscience qu'il faut travailler sur un développement dans tous les pays de l'activité de l'écotourisme. L'éducation de l'environnement, c'est très important. Et si on a déjà commencé des petites affaires de Donipa, on a la loi qui dit que c'est obligatoire l'éducation de l'environnement, mais il faut qu'il soit plus fort chaque fois, parce que ça, c'est l'avenir. Si on n'a pas l'éducation, on ne peut pas rien faire. Aura continue son combat pour que les hommes de son pays puissent bénéficier des revenus générés par la grande diversité de sa nature. Cela passe par un tourisme responsable et équitable. Du delta de l'Orénoque à Canaima, des Indiens Waraos aux habitants du petit village d'Asequios dans les Andes, des dauphins de Cata de Bahia aux animaux de la forêt amazonienne, le Venezuela possède tous les atouts pour être l'une des plus belles vitrines de la biodiversité de cette planète. Sans doute, mais pour cela faudrait-il encore quelques passionnés comme ceux que nous avons rencontrés et des hommes de responsabilité pour les écouter.